Dans cette table ronde, on est ensemble pour 45 minutes pendant lesquelles nous allons parler recyclage et réemploi, économie circulaire. Nous allons parler du sujet du grand chantier qui a démarré il y a plus d'un an, la REP bâtiment, donc REP, responsabilité élargie du producteur. Cela veut dire que les acteurs du bâtiment sont responsables du devenir des déchets qu'ils produisent. Alors c'est la loi AGEC qui a créé cette REP. Donc AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et pour mettre en place cette REP, 4 éco-organismes ont reçu un agrément. Leur mission, c'est de collecter l'éco-participation, qui est donc incluse dans le prix des produits du bâtiment, et puis de déployer la filière de recyclage et de réemploi des déchets du bâtiment. Alors nous allons faire le point sur le lancement de cette toute nouvelle filière de recyclage et de réemploi avec 2 éco-organismes, Écomaison et Écominéraux, qui sont associés dans une offre commune, globale et unique. Alors nous allons aussi, à la fin de cette conférence, écouter le témoignage d'un distributeur qui viendra nous rejoindre. Alors pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Blanchard, qui est responsable de la filière bâtiment chez Écomaison, et Mathieu Hiblot, qui est directeur délégué chez Écominéraux. Alors Mathieu Hiblot, pour commencer, posons les bases. La loi AGEC, qu'est-ce que c'est ? Bonjour à tous. Cette loi, elle a été publiée, promulguée en 2020. Elle est issue d'un travail sur une feuille de route que le gouvernement avait lancée en termes d'économie circulaire, avec un objectif vraiment de changer de paradigme, de faire en sorte que dans différentes industries, on soit vraiment dans la circularité en fait des biens, des marchandises, de bout en bout, depuis en fait leur production jusqu'à la gestion de ces produits en fin de vie. Et donc cette loi vise ainsi à vraiment accélérer l'économie circulaire dans l'ensemble des industries, et puis surtout de lutter contre le gaspillage. Et c'est ainsi qu'elle a donné des grands objectifs, d'éviter notamment les produits jetables dans la mesure du possible, en tout cas de réduire ce type de produits, de tendre de plus en plus vers du réemploi et notamment aussi du recyclage, de mieux informer aussi les consommateurs sur ces choix, ces achats de consommation, et puis vraiment pour y parvenir de changer les modes de production et de mieux produire. Et dans le mieux produire, eh bien, en fait, il y a une obligation aujourd'hui qui relève des industriels, de ceux qui fabriquent ces produits, qui les mettent sur le marché. On est dans une application en fait, d'un principe de pollueur-payeur, et on leur demande de s'assurer que tout produit qui est mis sur le marché français ait une gestion en fin de vie, c'est-à-dire qu'on puisse trouver des solutions de reprise, de traitement qui offrent des voies de réemploi et de recyclage. Et à cette occasion, la loi en fait a défini que les produits et matériaux du secteur du bâtiment seraient sous responsabilité élargie des producteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique pour le secteur du bâtiment, cette REP ? C'est un changement majeur qui est entré en application dès l'année dernière, puisque après la promulgation de la loi, il y a une préparation opérationnelle qui était nécessaire auprès de l'ensemble des acteurs qui interviennent. Mais le changement majeur, c'est que tous les déchets, depuis l'année dernière, sont repris gratuitement sur l'ensemble du territoire national, dès lors qu'ils sont triés. Alors il y a un principe néanmoins qu'il faut à la source sur les chantiers trier les déchets entre eux, les séparer pour favoriser derrière en fait le recyclage. Donc ça c'est un axe fort d'organiser finalement une filière de recyclage, de réemploi, et le but aussi c'est à tout prix et à travers la gratuité d'éviter les dépôts sauvages, parce que ça a été un fil conducteur dans cette feuille d'économie circulaire et sa traduction dans la loi, que trop nombreux sont encore les dépôts sauvages qu'on peut constater en France, et donc le fait de rendre gratuit cette reprise de déchets en tout point du territoire doit les éviter. Donc ce que je l'ai dit, c'est reprise gratuite, éviter les dépôts sauvages, accompagner aussi les industriels dans l'éco-conception de leurs produits. Et donc ça aussi, c'est un axe fort de faire en sorte que ces produits soient recyclables, réemployables, réparables quand ils peuvent l'être. Et donc cette loi, dans cette REP bâtiment, vise ces objectifs principaux. En tant qu'éco-organisme, quels sont vos objectifs dans le cadre de ces obligations ? Eh bien là, je l'ai souligné, c'est des obligations qui reposent sur les fabricants, donc ceux qui mettent sur le marché ces produits sur le territoire national. À leur échelle,
c'est compliqué, voire impossible, de gérer la fin de vie de leurs produits parce qu'ils ont l'avantage d'être des produits, notamment dans le secteur du bâtiment, qui sont durables. Et donc, ils peuvent avoir en fait un cycle de vie extrêmement long, plus de 50 ans, plus de 100 ans pour certains. Donc, un industriel ne peut pas gérer par lui-même la reprise de son déchet en fin de vie dans 100 ans. Donc, c'est là, en fait, entre en piste les éco-organismes. Nous sommes des solutions collectives mis à la disposition de ces industriels où ils nous transfèrent leurs obligations. C'est comme ça qu'on vient à le gérer collectivement. Alors, nous sommes des organisations prévues pour cela par la loi, mais chacun de ces fabricants, de ces distributeurs vient à nous financer à chaque fois qu'il vend un produit sur le territoire national. Cette filière en fait de collecte et de recyclage en fin de vie. Et c'est comme ça que nous disposons en fait de ressources pour organiser pour leur compte ces points de collecte et puis surtout derrière les filières de réemploi et de recyclage. Donc on est là pour accompagner à la fois donc ces fabricants, mais apporter aux usagers, donc c'est-à-dire ici aux artisans et aux professionnels du bâtiment, des solutions gratuites sur leur chantier ou en tout cas à proximité de ceux-ci selon les organisations qui sont prises pour favoriser la reprise de l'ensemble des déchets, à la fois de construction mais aussi de déconstruction des ouvrages. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter? Denis Blanchard. Pouvez-vous nous présenter Ecomaison? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Denis Blanchard, je suis le responsable de la filière bâtiment chez Ecomaison. Alors Ecomaison, c'est une belle histoire qui a commencé il y a plus de 10 ans avec le mobilier d'abord et puis qui s'est prolongée plus récemment. Fin 2022, Ecomaison a bénéficié de 3 nouveaux agréments autour du jouet, du bricolage et bien sûr, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, autour de la filière bâtiment. Donc, fort de ces 3 nouveaux agréments, Ecomaison a continué, on va dire, son développement. Alors, Mathieu évoquait la notion de ressources. Si on doit évoquer quelques chiffres pour illustrer Ecomaison, on parle de plus de 10 000 adhérents aujourd'hui. C'est presque même 12 000 adhérents qui sont désormais contributifs du dispositif d'Ecomaison sur les 4 filières. Ce sont plus de 4 000 points de collecte. Alors ces points de collecte, ils sont à la fois au niveau des collectivités locales, dans les déchetteries publiques, mais également chez nos partenaires distributeurs. Et on aura un témoignage qui nous permettra d'illustrer ce partenariat à la fin de notre intervention. Ce sont des tonnages qui sont collectés, puisque vous l'avez compris, Mathieu l'a rappelé, la finalité de la mise en place de ces REP et des éco-participations, c'est naturellement de mettre en place la collecte, le recyclage et le réemploi des produits concernés. Donc c'est plus d'1 200 000 tonnes, 1 600 000 tonnes, excusez-moi, qui ont été récupérées, dont la moitié de bois. Donc là, ça rejoint aussi d'autres compétences qu'Ecomobilier a mis au service d'Ecomaison ces dernières années. C'est des compétences autour d'un savoir-faire sur le recyclage, sur la collecte et sur des voies innovantes. Voilà, alors, un domaine sur lequel Ecomaison met l'accent, c'est justement la recherche et l'innovation. Oui, effectivement, Valérie, c'est finalement cette trajectoire autour du meuble et les réflexions qu'on a dû mener auprès de nos adhérents qui nous ont permis de développer une vraie compétence en termes d'innovation sur le recyclage. J'ai parlé du matériau bois parce que vous le voyez dans les proportions, le bois représente la moitié du tonnage collecté, puisque ça fait plus de 800 000 tonnes sur les 1 600 000 tonnes. Mais on a aussi développé depuis des innovations autour des plastiques, des mousses, du matelas. Bref, c'est toutes ces réflexions qu'on a menées auprès de start-up, très souvent, d'entreprises innovantes, qui nous ont permis d'accompagner nos adhérents sur des démarches aussi de prévention, en plus que de leur apporter des solutions de recyclage. Donc l'innovation et le recyclage, j'allais dire que c'est quelque chose qui nous a co-construit avec lequel on progresse et collectivement. Nos adhérents nous accompagnent et on accompagne nos adhérents sur ces sujets d'innovation et de recyclage. Et c'est tout l'intérêt de s'être positionné aussi sur la REP bâtiment, c'est de pouvoir faire bénéficier de cette expertise une nouvelle filière qui se mette en place et ainsi gagner du temps sur les filières de recyclage, en l'occurrence sur le produit bois. On a d'ores et déjà des partenaires sur tout le territoire qui permettent d'écouler
les produits qu'on est susceptible de collecter sur les différents circuits. On reviendra spécifiquement ultérieurement sur les circuits destinés aux professionnels, mais vous voyez, on adresse d'ores et déjà le circuit des distributeurs, on l'a évoqué, les déchetteries publiques, les déchetteries professionnelles, et on vient compléter, on va l'évoquer plus précisément par la suite, on vient compléter ce dispositif qu'on a déjà déployé depuis 1 an et demi par des solutions en direction des professionnels du bâtiment. Mathieu Hublot, pouvez-vous nous présenter Ecominero, qui est plus jeune qu'Ecomaison? Oui, oui, Ecominero a 2 ans, en tout cas il a été créé en 2022. Donc on est vraiment un nouvel éco-organisme dans cet écosystème où il en existe beaucoup aujourd'hui par rapport aux différentes filières REP, mais pour celle du bâtiment, c'est un choix qui a été fait en fait par nos industriels. Ce sont les industriels en fait qui mettent sur le marché de la pierre de construction, du béton, des produits en terre cuite, que ce soit à la fois des briques, mais aussi les tuiles pour la couverture, l'ardoise, les produits à base d'enrobé. Parce que ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'on parle donc de REP du bâtiment, donc c'est nécessairement les ouvrages, mais c'est aussi les parcelles sur lesquelles ces ouvrages sont construits. Donc c'est aussi beaucoup de produits d'aménagement des parcelles, notamment les parkings et les bordures de trottoirs ou de voies piétonnes sur celles-ci. Donc on représente un collectif donc, qui a vu le jour suite à cette initiative de fédérations et syndicats professionnels qui souhaitaient disposer en fait de sa propre filière de collecte et de recyclage de ces déchets, puisque finalement celle-ci, elle n'a pas attendu la REP pour se mettre en place. Ça fait une trentaine d'années qu'en France, nos industriels collectent déjà les déchets de déconstruction ou de construction aussi, où on vient finalement récupérer les bétons pour les concasser. Ça nous permet, une fois concassés, de fabriquer à nouveau des sables et graviers qu'on réadresse en fait au secteur du BTP. Et donc on était déjà en fait sur une filière extrêmement organisée sur l'ensemble du territoire. Et donc pour nous, on avait un enjeu, un objectif important de l'intégrer au mieux dans ce dispositif de REP, qui est un cadre, donc on l'a dit, législatif et réglementaire, donc très, très contraint. Et c'était important pouvoir les accompagner au mieux dans les changements, parce que ça va apporter du changement. On ne met pas en place une filière REP comme ça du jour au lendemain. Donc ça a été comme ça, voilà, notre feuille de route, d'avoir un éco-organisme totalement dédié à la gestion des déchets qui, en fin de vie, ont tous une particularité, parce que j'ai cité donc le béton, la pierre de construction, les produits en terre cuite. C'est des produits qu'on qualifie d'inertes en fin de vie, parce qu'ils sont stables, ils ne bougent pas, ils ne brûlent pas. Et c'est comme ça qu'ils gardent leurs propriétés d'origine. On peut les recycler et retravailler finalement des sables et graviers à partir de ces produits, en tout cas de ces déchets sortis des chantiers du BTP. Alors vous vouliez nous donner quelques chiffres clés d'Ecominero? Oui, alors tout jeune, mais déjà donc un éco-organisme assez présent sur l'ensemble du territoire national. On est sous contrat avec près de 3000 industriels, exactement 2900, donc des fabricants mais aussi des distributeurs de produits et matériaux de construction qui nous ont transféré cette obligation. Alors on est en plus parmi ces produits mis sur le marché, ceux qui sont les plus importants, parce que c'est ce qui constitue finalement la structure des bâtiments. Cette année, on s'attend en fait à plus de 100 millions de tonnes de produits adressés au secteur. Donc c'est eux qui viennent à financer après la filière de collecte et de gestion des déchets, ce qui fait qu'on représente près de 90% en fait des mises en marché du secteur. Et ça nous donne une obligation de résultats, et pour cela on met des moyens en place, et donc aujourd'hui on est déjà sous contrat avec 3700 points de reprise sur l'ensemble du territoire national, et c'est eux qui nous ont déjà permis depuis le lancement de cette opération qui a débuté en mai 2023 de collecter, de recycler plus de 8 millions de tonnes. Donc on est déjà en fait à plus de 8 millions de tonnes de déchets inertes collectés et recyclés. Et c'est là où on a un réseau, et on va en reparler aussi des complémentarités avec Ecomaison. On est auprès en fait des collectivités locales à travers les déchetteries publiques. On en a déjà 1500 sous contrat chez Ecominero. On a 1400 plateformes de recyclage, et pour nous c'est vraiment le principal outil industriel qui nous permet de traiter ces déchets. Et puis après, on a un ensemble à la fois de déchetteries professionnelles et puis aussi de points de vente, de distribution ou de grandes surfaces de bricolage qui complètent le dispositif de reprise, et notamment pour les artisans, pour les petites quantités de déchets. Alors, dans le cadre de la REP bâtiment, vous avez mis en place des services particuliers?
Tout d'abord, oui, ce réseau, il est là sur l'ensemble du territoire national, y compris sur nos territoires des Outre-mer, ce qui était extrêmement important pour nous d'avancer déjà sur la structuration en fait de ce dispositif. Donc c'est ça en fait qui apporte déjà un premier service à la sortie des chantiers. Et puis après, progressivement, et notamment dans le partenariat avec Ecomaison, on a apporté aux artisans des offres complémentaires qui sont pas forcément sur le chantier, mais soit dans leurs installations, dans leurs entrepôts, pour aller chercher au plus près les déchets que l'on peut en fait recycler. Alors dans le cadre de cette REP bâtiment, Ecomaison et Ecominéraux sont partenaires. Denis Blanchard, pourquoi ce partenariat ? J'allais dire qu'il il est assez spontané ou assez évident. Selon qu'on observe trois niveaux de lecture. Déjà réglementairement, c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé en préambule, mais les deux éco-organismes ne sont pas agréés sur les mêmes périmètres. Ecominéraux est agréé sur la catégorie 1, donc tout ce qui est déchets inertes, et Ecomaison est agréé sur la catégorie 2, donc tous les déchets non inertes. Donc à ce titre-là, j'allais dire une complémentarité évidente d'un point de vue réglementaire. La deuxième complémentarité qui s'est naturellement mise en place, c'est la complémentarité opérationnelle, puisque là aussi, Mathieu le rappelait, Ecominéraux a une histoire très orientée industrielle. Nous, on a une histoire plus orientée grand public, avec une présence sur toutes les déchetteries françaises, plus une présence chez les distributeurs et les grandes surfaces de bricolage. Eh bien, cette complémentarité s'est mise en place dans cette histoire, on va dire, différente. Et opérationnellement, naturellement, ça nous a permis de proposer des offres complètes. Voilà. Si bien que nos adhérents, nos partenaires, de la même manière, on a pu aller les voir avec une proposition qui englobait l'ensemble de leurs problématiques et puis avoir une réponse cohérente et en phase avec leurs besoins. Donc pour ces trois raisons, je dirais que le partenariat s'est imposé et a été animé assez naturellement autour de ces trois complémentarités. Oui, l'idée d'un guichet unique en fait. Alors l'idée d'un guichet unique, ça c'était essentiel. Alors on l'a, nous cette notion de guichet unique, elle va bien sûr le partenariat avec Ecominéraux satisfait cette idée de guichet unique, mais c'est aussi quelque chose qui est dans notre ADN dans la mesure où on est un éco-organisme multifilière. Donc c'est aussi une proposition qu'on fait à nos adhérents et c'est une des motivations très fortes d'Ecomaison à s'être positionné sur ces quatre filières, c'est de pouvoir proposer à ses adhérents cette notion de guichet unique, parce qu'on le sait, avec la multiplication des REP et des éco-organismes, c'est aussi une source de complexité pour les distributeurs, les vendeurs, les fabricants, que d'avoir à gérer une multitude d'interlocuteurs et de dispositifs. Et nous, c'est vraiment quelque chose de très présent dans notre stratégie. Alors concrètement, quels services proposez-vous aux adhérents, Mathieu Hiblot ? Alors, il y en a plusieurs. Parmi eux, on a toujours cherché aussi à nous adapter vraiment à la vie des chantiers, de par aussi la construction de notre dispositif chez Ecominéraux. Depuis l'origine, on a travaillé avec les fédérations professionnelles telles que la Fédération française du bâtiment et aussi la CAPEB, la Confédération des artisans, pour bien en fait prendre en compte les spécificités des métiers et des chantiers. Et c'est comme ça qu'avec Ecomaison, on est allé sur les chantiers, faire des premières expérimentations, de regarder quelles sont les synergies en fait qu'on arrive à développer, puisque ça a été souligné. On est chacun dans nos spécialités en fonction de déchets. Nous, on va récupérer plutôt les pierres de construction et les bétons, tandis que Ecomaison est spécialisée sur le bois, les plastiques et d'autres. Et donc c'est comme ça que ces derniers mois, on a été donc dans l'accompagnement en fait des professionnels du bâtiment aussi à mesurer et à mieux préciser finalement le dimensionnement de nos dispositifs. Et ça nous a conduit parmi certains d'entre eux à lancer des appels à projets sur des sujets notamment liés au réemploi. Le réemploi est en fait un axe très fort de développement qui est attendu. On a un cahier des charges qui nous demande d'atteindre 5% de réemploi d'ici 2028. En 5%, ça peut paraître peu comme ça en termes de valeur, mais c'est extrêmement ambitieux en termes de volume de déchets à pouvoir réemployer. Et de notre côté, on a lancé en fait des appels à projets
pour accompagner la maîtrise d'ouvrage sur les bons diagnostics pour identifier les produits, les matériaux qui ont ce potentiel-là. Donc on vient en soutien financier pour que ces diagnostics soient réalisés correctement avec des diagnostiqueurs formés à cette mission. Et puis progressivement, on a complété aussi ces dispositifs pour s'assurer qu'à la sortie des chantiers, on ait des plateformes de réemploi qui soient adaptées, des matériothèques, en tout cas des zones dédiées à ces activités. Donc on est à la fois dans de l'accompagnement cette fois-ci auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui peuvent eux-mêmes intervenir aussi sur les chantiers, faire des études de faisabilité, regarder en fait sur un territoire comment on arrive à bien dimensionner un tel projet. On va aussi, dans d'autres appels à projets, aller soutenir financièrement, et des soutiens qui peuvent aller sur des offres pluriannuelles jusqu'à au moins 3 ans au démarrage. Et donc c'est comme ça qu'on aide aussi ces acteurs à accompagner les chantiers dans le déploiement de ce type d'activités qui sont parfois donc nouvelles. Et parmi encore les derniers appels à projets qu'on a pu faire en commun avec Ecomaison, c'est sur les chantiers. Là, à nouveau, de proposer donc aux acteurs qui sont sur à la fois de la dépose sélective, préservante de ces produits et matériaux, de pouvoir les accompagner dans les expérimentations, dans les techniques nouvelles aussi qui sont à déployer, parce qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir un panel de solutions en tout point du territoire, et puis surtout qui nous permettent véritablement d'aller sur le réemploi de ces matériaux. Donc on est à la fois sur des chantiers en termes de dépose sélectives et préservantes, et puis naturellement ensuite sur des chantiers où on vient réutiliser, remettre en place en fait ces produits et matériaux. Et c'est comme ça qu'on a cette capacité à travers nos partenariats à offrir des solutions complètes, globales, qui peuvent concerner tous les produits et matériaux mobilisables. Qui peut candidater à ces appels à projets ? Alors après, tout acteur. Il y a à la fois des acteurs pour les chantiers publics mais privés, donc soit directement de par la maîtrise d'ouvrage, ou des entreprises artisans qui interviennent pour leur compte. L'initiative peuvent venir aussi d'eux, tout comme je les ai cités aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, on a fait en sorte de ne pas en fait freiner ces opportunités. On est dans un dialogue avec toutes ces parties prenantes selon où ils se situent dans le stade de la vie du chantier. Quels sont les montants des aides et pour combien de chantiers sélectionnés ? Alors aujourd'hui, on a eu la satisfaction de recevoir plus d'une centaine en fait de candidatures. On était sur un premier appel à projet là, qui s'est terminé au 15 septembre. Donc on est en train d'éplucher l'ensemble des dossiers et donc de contacter l'ensemble des lauréats. Et ça pourra aller notamment sur des soutiens à 35 000 € par chantier qui apportent comme ça en fait de l'accompagnement sur des tests, des expérimentations, en tout cas de nouvelles pratiques, de nouveaux produits ou matériaux. Alors toujours en direction des artisans, vous proposez ce que vous appelez l'offre entrepôt, qui se décline en 2 volets, Denis Blanchard. Alors le premier volet, c'est un soutien financier, là aussi. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'idée, c'était d'avoir une proposition en direction du public artisan, une proposition qui soit très rapidement disponible. En tout cas, les discussions avec les différentes fédérations, CAPEB, FFB, nous avaient amené à identifier ce besoin. Puisque, je l'ai dit en préambule, on s'est attaché dans les premiers mois, la première année de mise en place de la REP, à mettre en place la collecte chez les distributeurs, dans les déchetteries publiques, sur les déchetteries pro. Désormais, on s'attache à mettre en place le service sur les entrepôts et les chantiers, comme l'a précisé à l'instant Mathieu. Sur l'entrepôt, pour être réactif, on propose une offre financière qui consiste finalement à venir à laisser la possibilité à l'artisan de conserver son organisation en place avec son opérateur s'il fonctionne avec un opérateur, et à nous transmettre ses justificatifs de facture. Et nous, on paye sur la base d'un eurotonne le bois, les huisseries, le plâtre et les plastiques. Un barème qui d'ailleurs peut être amené au fil du temps à être réestimé, réévalué. On ne s'est pas interdit d'avoir cette posture dynamique par rapport à cette offre. Dynamique aussi par rapport au fait qu'on va venir la compléter, cette offre, par une solution opérationnelle d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine, qui permettra, en fonction du profil de l'artisan, en fonction de sa taille peut-être, et puis en fonction de son souhait, soit de basculer vers une solution opérationnelle qui lui permettra de bénéficier d'une solution, on va dire, clé en main, soit de conserver son organisation en place et de rester dans un dispositif de type financier.
Mais voilà, c'est la chronologie est liée au fait que l'offre financière a une dynamique plus simple à mettre en place et on a souhaité ne pas tarder, ne pas différer cette solution proposée aux artisans en proposant d'ores et déjà une solution financière. Donc si parmi vous ou dans votre entourage, certains artisans sont intéressés, je les encourage à se rendre sur le site qui précise les modalités de contractualisation et vous verrez, c'est une procédure qu'on a voulu particulièrement alléger, on va dire, pour faciliter encore une fois cette solution entrepôt. Alors tous les artisans n'ont pas la possibilité de trier leurs déchets sur leur chantier. Ils ont aussi la possibilité de les déposer en déchetterie ou chez un distributeur point de collecte. Alors je vous propose d'écouter un retour d'expérience d'un de ces distributeurs. Alors Fabio Petrilli, je vous propose de nous rejoindre. Vous êtes le directeur général du Gédimat de Houille, dans les Yvelines. Bonjour. Alors, dans votre magasin, enfin à l'extérieur, il y avait déjà une déchetterie qui a été réaménagée, agrandie dans le cadre de cette REP. Comment se présente-t-elle aujourd'hui, cette déchetterie? Alors, elle a été un petit peu réaménagée. Elle n'a pas été vraiment agrandie parce qu'en fait, elle existait déjà sous cette forme depuis novembre 2017. Voilà. Faut savoir que nous, le métier de la reprise du déchet du bâtiment, on l'exerce maintenant depuis pas loin de 20 ans. Voilà. Ça a été une volonté de la part de l'entreprise il y a donc une paire d'années de se lancer dans cette aventure parce qu'on considérait qu'on faisait partie d'un écosystème, d'accord, et que pour nous, effectivement, cette reprise de déchets, elle faisait vraiment de la circularité avec les matériaux qu'on commercialisait. Voilà. Et donc oui, on avait fait les derniers travaux ont eu lieu en 2017 et sur la mise en place de la REP PMCB, il y a eu quelques aménagements. Donc en fait, j'ai envie de dire que beaucoup de choses ont changé, mais peu de choses ont changé. Voilà. Bien évidemment, il a fallu qu'on adapte 2-3 outils par rapport à la reprise de gravats, puisqu'on a eu une petite différenciation par rapport à ce que l'on faisait auparavant. Voilà. Vous avez dû rajouter une On a rajouté une alvéole, exactement. En fait, on avait 2 alvéoles de bois auparavant. On avait possibilité, nous, de qualifier en fait la reprise des déchets bois. Voilà. Et ensuite, on nous a dit non, c'est plus la peine aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de qualifier ces 2 bois. Donc, ce que vous allez faire, par contre, vous allez vraiment qualifier les gravats propres. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont encore plus qualifiés. D'ailleurs, c'est aujourd'hui un léger problème pour nous, mais bon, pas par rapport aux gens de chez Ecomaison. En fait, on se rend compte que nous, on a aujourd'hui sur les terres excavées en région parisienne un léger problème de qualité de terre. Voilà. Et ça regarde d'autres intervenants. Voilà. Combien y a-t-il de bennes sur votre Alors, au total, chez nous, on reprend... alors, de bennes, il n'y a que 4 bennes, mais il y a aussi 6 alvéoles, plus après d'autres contenants. On reprend entre 13... Enfin, c'est pas entre, d'ailleurs, on reprend 13 déchets, 13 flux différents. Voilà. Voilà. Et je compte pas les D3E, enfin, tout le reste, voilà. Ça, je les compte pas, ça, c'est à part. Concrètement, comment ça marche? Comment les artisans ont-ils accès à votre déchetterie? Alors, la déchetterie, en fait, nous, on a pris le pari dès le départ de dire on fait du 1 pour 0. Voilà. On pouvait faire du 1 pour 1, voilà. Donc, en fait, la déchetterie est libre d'accès à toutes les entreprises qui veulent déposer des déchets chez nous sans acheter. Voilà. Il n'y a pas d'obligation d'achat chez nous. Voilà. Donc, évidemment, l'idée, c'est que nos artisans viennent déposer des déchets triés. Voilà. Et donc, il a fallu mettre en place une petite organisation pour ça. Expliquer beaucoup en interne déjà pour nous, former les équipes pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on allait travailler comme ça, qu'il allait falloir habituer nos clients à avoir l'application Ecomaison sur leur portable, déclarer leur dépôt. Voilà. Vous pouvez nous expliquer comment elle marche, cette application? Alors, cette application, elle est relativement simple, en fait. Il s'agit, pour chaque client ayant cette application sur son smartphone, de s'enregistrer, voilà, en tant qu'entreprise, voilà, et ensuite de pouvoir venir déclarer donc ces dépôts, assurer donc cette traçabilité de dépôt de déchets sur un site, voilà, en évidemment qualifiant le chantier, la quantité, la qualité, voilà, qui sont ensuite validés évidemment par nos équipes, voilà, et donc d'assurer cette traçabilité et donc de pouvoir se justifier du dépôt des déchets dans un lieu dédié à cela. Voilà. Alors, vous parliez de tri, est-ce qu'ils peuvent aussi amener leurs déchets non triés? Toujours. Toujours, c'est pas le même toujours, prix, c'est ça? toujours. Non, pour le coup, c'est payant. Voilà, c'est payant. Ça a été d'ailleurs un débat au début de notre aventure avec Ecomaison, parce que je me souviens très bien, on était avec les équipes sur le site, et quand je vous ai expliqué, vous verrez qu'on n'aura que peut-être 5% des clients qui feront ça, effectivement.
Alors, ça va un peu mieux, voilà, ça va un peu mieux, effectivement, ça va un peu mieux, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on commence à noter, enfin, quand on commence à entendre le mot de gratuité, tout de suite, ça incite les gens à aller un peu plus loin dans le truc, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on a aujourd'hui beaucoup plus de flux triés, et bien heureusement, voilà. On a des gens, effectivement, qui, du coup, ne nous connaissaient pas, grâce à ça, nous connaissent maintenant, voilà. Ça a amené aussi un nouveau trafic de clientèle, hein, pour le coup, puisque maintenant, on est répertorié sur le site Ecomaison en tant que point de collecte, voilà. Et puis, écoutez, moi, dans le plus compliqué, ça a été de dire à un moment donné à nos équipes, bon, on va faire le job un peu pour nos clients au départ, voilà, sur effectivement le dépôt. Il faut les aider, il faut vraiment accompagner nos clients entrepreneurs. Donc, j'ai des équipes qui ont beaucoup expliqué aux clients, écoute, faut que tu fasses comme ça, faut que tu fasses ton dépôt, faut que tu donnes le nom, voilà. Ça, c'est une mécanique qui s'est mise en place tout doucement, voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne à peu près bien, ouais. Vous proposez aussi quand même le retrait sur les chantiers. On fait un petit peu de retrait sur le chantier. Effectivement, c'est une part infime, mais on en fait, oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Et quel est l'intérêt pour vous du partenariat entre Ecominero et Ecomaison ? Très simple pour nous, parce que l'idée c'était aussi de travailler avec un seul interlocuteur. Voilà. Un seul interlocuteur, pour nous, c'est beaucoup plus simple à gérer. Voilà, tout simplement. On a eu plusieurs interlocuteurs dans le temps. Effectivement, on travaillait avec plusieurs intervenants sur notre site. Aujourd'hui, sur un seul interlocuteur, c'est du bonheur. Plus simple, beaucoup plus simple. Au bout d'un an et demi, comment ce nouveau service est-il perçu par les artisans ? Il y a une bonne, les artisans sont heureux de ce truc-là, en fait. Savoir, c'est ce que je vous disais, savoir qu'ils peuvent ramener gratuitement du déchet trié s'ils font l'effort. Voilà, il y a quelque chose de magique pour eux. Ça fonctionne bien en réalité. Il y a des gens vraiment aujourd'hui qui font l'effort. Voilà, c'est ça le plus important finalement, c'est qu'ils font l'effort de faire le tri. Voilà, il y a encore du chemin, faut pas se cacher, mais par contre, oui, il y a beaucoup de gens qui font l'effort aujourd'hui. Merci pour votre témoignage. Quelles sont les prochaines étapes de la REP bâtiment ? Denis Blanchard, pour Ecomaison. Les prochaines étapes, alors à court terme, si on se projette à la fin de l'année, c'est de continuer dans la dynamique dans laquelle on s'est inscrit ces 18 derniers mois, c'est continuer l'accompagnement de la mise en conformité des distributeurs, le déploiement sur les déchetteries publiques, sur les déchetteries professionnelles. Et puis si on se projette un petit peu plus loin, c'est la montée en puissance des offres qu'on vient de vous présenter en direction des professionnels. C'est la montée en puissance de l'offre entrepôt, c'est la montée en puissance de notre collecte et de la prise en charge sur les chantiers. C'est la suite du dispositif qui était prévu réglementairement, mais qui naturellement doit aussi s'inscrire dans une logique de soutenabilité de la filière et de financement, puisqu'on en revient au nerf de la guerre, qui est quand même le financement de ce dispositif. Aujourd'hui, il y a une pression forte qui est exercée sur les fabricants et les metteurs au marché. Cette pression, elle s'inscrit dans un contexte économique qui est très particulier dans le domaine du bâtiment. Enfin, ici, il suffirait d'interroger les entreprises qui ont leur stand pour qui puissent témoigner de cette ambiance sur l'année 2024 et sans doute encore un peu sur le premier semestre 25. Je parle sous le contrôle de Fabio, mais je crois d'être assez juste dans cette vision-là. Et donc, c'est bien rendre ces choses compatibles, l'enjeu des éco-organismes, à la fois satisfaire à l'obligation réglementaire de monter en puissance et à la fois assurer que ce soit soutenable par les professionnels qui assurent le financement. Donc la poursuite du déploiement. Mathieu Hiblot, quels sont les prochains objectifs d'Ecominero ? De compléter notre maillage. Je vous ai indiqué, là, nous sommes sous contrat avec 3700 points de reprise. On ambitionne d'ici la fin de l'année à être à 5500. Donc on a aussi beaucoup de collectivités locales, donc de déchetteries publiques, qui vont encore rejoindre le dispositif, avec certaines d'entre elles une offre pour les artisans, de pouvoir comme ça compléter le maillage auprès d'eux, avec aussi les distributeurs et les grandes surfaces de bricolage, parce que maintenant on est vraiment à être au plus proche en fait de ces acteurs, à retrouver dans les territoires les solutions complémentaires qui sont à mettre en œuvre. Sur cette année, en fait, on devrait, comme ça, d'ici décembre, avoir collecté et traité plus de 9 millions de tonnes de déchets inertes. Donc pour nous, c'est aussi franchir
progressivement des étapes assez importantes dans la structuration de notre dispositif. Parce on pense aussi comme ça l'année prochaine d'être capable d'atteindre les 12 millions de tonnes sur un gisement potentiel de 15 millions. Donc on a aussi finalement une visibilité aujourd'hui qui conforte qu'on atteint assez vite un régime assez soutenu et de croisière. Donc c'est ça en fait nos prochaines étapes sur cette fin d'année dans tous les cas. Et puis sur 2025, c'est d'apporter aussi des offres complémentaires pour les artisans, les professionnels du bâtiment, sur des flux de déchets très spécifiques. Je pense au béton cellulaire, c'est un béton donc très particulier par rapport au béton traditionnel, et donc c'est de pouvoir aussi le capter à la source, faire en sorte qu'on le collecte différemment des autres bétons pour lui trouver aussi une filière de recyclage dédiée. Il en sera tout autant aussi avec les couvreurs, de pouvoir aussi aller comme ça capter les produits de tuiles pour avoir une valorisation spécifique de ceux-ci, ou encore sur les produits tels que les revêtements de sol en céramique, où on est en fait aussi dans des projets de recherche et de développement pour créer encore des filières complémentaires en termes de recyclage de cette matière. Alors on arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce que vous avez envie de dire un mot de la fin, Denis Blanchard? Avant d'inviter tout le monde à prendre un verre sur notre stand, le mot de la fin, je reprendrai volontiers les paroles de Fabio sur le fait que ça marche. Parce que je trouve que la REP, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, hein. C'est une REP qui est compliquée dans sa mise en œuvre, réglementairement instable, avec des interprétations de textes qui ne sont pas toujours évidentes, avec des superpositions de réglementation qui s'entrechoquent. Non, c'est pas simple, mais ça marche. Ça marche, et a fortiori, quand on est sur des périmètres où il y a une antériorité, où il y a des habitudes qui ont été prises, où il y a une communication qui a été faite, où on a mis un dispositif technique en adéquation avec le besoin des professionnels, des artisans, bah ça marche. Donc moi j'ai envie de rester sur cette note-là. Ça marche. Positive. Ouais, positive. Et puis c'est pas de l'angélisme. Je pense sincèrement que ça marche. Il faut le temps. Et je crois qu'il faut qu'on nous accorde ce temps. Mathieu Hublot, qu'avez-vous envie de dire pour terminer? Je rejoins Denis dans ses propos. Oui, ça fonctionne très bien. On a ce rôle de facilitateur en tant qu'éco-organisme auprès de l'ensemble de ces acteurs. Donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas de toute façon à vous orienter auprès de nous. On aura ce plaisir de toute façon de les étudier. On est là pour ça. Ça a été dit, on est en démarrage. Donc aussi, s'il y a des solutions nouvelles, on sera prêt finalement pour les étudier, de regarder en fait comment on peut les développer dans les territoires. Donc voilà, on a aujourd'hui des collaborateurs qui sont très experts dans ces domaines d'activité. On est aussi sur le terrain, donc venez nous voir. Vous verrez déjà sur notre site internet, on apporte de la visibilité sur l'ensemble de nos points de reprise et les solutions complémentaires, mais n'hésitez pas surtout vraiment à nous contacter, on est là pour ça. Alors, est-ce que vous avez des questions après cette conférence? Est-ce que quelqu'un veut un micro? Je voulais savoir, dans le cas d'un artisan qui est agenceur, par exemple, donc il y a des chutes de production, est-ce que le fait que vous soyez éco-maison aussi agréé sur la DEA, vous arrivez à avoir dans une benne commune la reprise de ses déchets de chantier et ses déchets de production? Alors, j'allais dire, c'est la finalité quand même. À la base, le positionnement d'éco-maison sur l'agrément bâtiment avait quand même, plus qu'en arrière-pensée, le fait qu'il y aurait des mutualisations intelligentes sur la partie collecte. Donc c'était pas qu'une vue de l'esprit. Ça s'est avéré d'ailleurs dans les consignes sur le bois, où ça a permis de communiquer en direction de matériaux et non plus d'origine. Donc ça, cet objectif-là est atteint. Après, dans votre question, il y a une composante autour de la notion de chute de production. Et là, c'est plus nuancé. Et je veux bien qu'on en discute autour d'un verre. Non, mais vous avez compris. Le débat, c'est l'éco-participation. Est-ce que le produit a contribué ou pas à sa collecte, puisque c'est la constitution même de la REP, c'est qu'un produit participe pour sa fin de vie. Donc s'il n'a pas participé, il n'a pas vocation à rentrer dans le périmètre. Mais sur les chutes de production, il y a des réflexions actuelles qui sont menées d'ailleurs au sein de l'OCAB, l'organisme coordonnateur des 4 éco-organismes. Et à ce titre-là, les choses sont en train d'être précisées. Et le sens de l'histoire, honnêtement, c'est de ne pas multiplier les contenants sur les sites. Mais c'est le sens de l'histoire. Ce n'est pas complètement là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bon, eh bien, merci messieurs. Merci d'avoir écouté cette table ronde jusqu'au bout. Et puis si vous voulez continuer à échanger, eh bien, vous êtes invités sur les 2 stands d'Ecominero et d'Ecomaison à partir de 18 h, donc très bientôt, pour un cocktail. Merci.